de la vie dans le présent, vraiment être ici et maintenant et ne jamais essayer de ne pas remettre à demain les choses. C'est-à-dire que moi, la vie m'a appris très vite que ça s'arrêtait comme ça. Bienvenue dans les coulisses de l'audace, un podcast chaleureux et intimiste qui entend donner la parole à des personnalités atypiques, lesquelles ont fait preuve du courage et de l'audace requise pour honorer leurs rêves et autoriser une vie hors des sentiers battus. Je m'appelle Cindy Trier, auteure, conférencière motivationnelle et j'ai un leitmotiv, celui d'inspirer, motiver, insuffler l'énergie requise pour accompagner avec entrain votre réussite. Vous souhaitez prendre votre envol? Nul doute, je serai votre tremplin. Avec toute mon affection et ma conviction profonde, selon laquelle il est possible de rêver grand, de rêver fort, de rêver loin. Il m'a fait l'honneur de regagner les studios Tremplin. Mesdames, messieurs, me voici ce jour aux côtés de l'acteur David Brooks, d'Hélène et les garçons au mystère de l'amour sur TMC. Il n'a jamais cessé de se réinventer. Acteur et mannequin, il trace sa route avec sincérité et discrétion. Il a eu l'audace de quitter la notoriété au sommet même de sa popularité. Son parcours est fait de détours assumés, de retours choisis et de fidélité à ce qui l'anime profondément. Découvrez un artiste accessible à la présence apaisante qui offre à ses fans une très belle image constructive. Bonjour David. Coucou, comment tu vas? Mais quel bonheur de te recevoir. Merci de m'accueillir. Ouais, Je t'en prie, prends place. c'est gentil. C'est un peu de mon enfance qui remonte en te rencontrant. Je suis vraiment très touchée que tu aies pris de ton temps pour regagner les studios Tremplin. Merci à toi. Écoute, si tu me le permets, j'ai grande hâte qu'on retrace un petit peu ton histoire professionnelle, ton parcours de vie. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on remonte le temps et te poser la question suivante, à savoir, quel était le petit David enfant? Quel était ton tempérament? Quels étaient tes rêves à l'époque? D'entrée de jeu, hein, là, je te laisse même pas souffler. Non, c'est une question. Mon rêve d'époque, quand j'étais petit, l'idée c'était d'avoir une grande usine. Pourquoi une usine? Je sais pas, mais pour sauver tous les chats et les chiens de la terre, tu vois. C'est vrai. Bon, ça c'était un truc de gamin. Voilà, tourner vers les animaux. Quel enfant j'étais? J'étais assez réfléchi, assez sérieux. Ça, j'ai pas tellement changé. Et puis un peu colérique. Comme je te disais tout à l'heure, j'étais capable de rester allongé par terre dans le supermarché parce que j'avais pas eu mon paquet de chewing-gum à la sortie des caisses et que ma mère me laissait hurler, crier, taper des pieds, que le regard terrifié des gens qui étaient là en disant qu'ils disaient mais c'est pas possible cette femme, qu'est-ce qu'elle fait avec son gamin qui C'est pas hurle comme ça. éduqué. Elle s'est pas éduquée. Ma mère était là, bon, il va se calmer, ça passera. Voilà. Bon, c'est passé. C'est passé. Si je me roule par terre là, c'est que vraiment. Ok, c'est que je t'aurais pas t'es allé trop posé. loin. Voilà, c'est ça, je t'aurais pas posé la bonne question. Ah, j'adore. Et tu sais, parfois, quand on grandit à l'adolescence, on est souvent victime de certains tourments, de certaines interrogations. Concrètement, quel était, toi, ton sas de décompression, ton refuge? Moi, c'était le sport. Le sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Depuis l'âge de 10 ans, je pratique le handball. Oh, on a ça en commun. Ok. Ah ouais. Voilà, donc j'ai joué au hand pendant tout le temps. J'ai arrêté il y a pas très long, il y a 1 an maintenant. D'accord. Donc, il y a pas très longtemps. Parce que j'en pouvais plus. Physiquement, c'était trop difficile de jouer avec des petits jeunes qui courent plus vite, qui accélèrent beaucoup plus vite que toi. Et tu fais ça, je sais le faire, mais en mieux même, mais plus maintenant. Plus maintenant. Voilà, donc du coup, je me suis mis au paddle. Non, mais donc j'ai fait du hand C'est pendant. calme. Ouais, c'est pas mal. Paddle. Tu vois, je me suis quand même pété 2-3 fois l'arcade sourcilière, tu vois, avec la raquette. Comme comme les vidéos, tu vois, sur le mec qui se met un coup de raquette, tu fais, ça arrive à personne. Bah si, ça m'est arrivé aussi. Voilà. Ah bah ça c'est pas mal. Ouais. Ok. Est-ce que... J'ai découvert que tu aimais la partie un petit peu artistique. Est-ce que tu dessinais déjà à l'époque? Non, Est-ce que... non, j'ai commencé, cette partie-là, je l'ai commencé vers 30 ans. Vers 30 ans. Ouais. Ok. C'est là que ça s'est révélé un petit peu à toi. Ça, c'est
Alors, je suis obligé d'expliquer un petit peu parce que je peux pas dire que c'est pas que ça s'est révélé à moi, c'est qu'en fait, je me suis séparé de la mère de mes deux grands, j'ai 3 enfants Oui. à ce moment-là. Et au début, j'écrivais beaucoup j'étais dans un travail personnel aussi à ce moment-là, depuis quelques temps déjà. Et, euh, et j'ai eu besoin de mettre par écrit un peu là où j'en étais, juste pour voir le fil rouge, si j'avais besoin, pas forcément pour me relire, mais au cas où. Oui. Voilà. Et puis j'ai fini par dessiner, mettre en dessin sur tout ce qui est ressenti. Et tout mon travail de dessin d'aujourd'hui démarre de ça. Alors après, j'ai eu une mère qui était artiste, donc j'avais une fibre comme ça, mais j'ai eu besoin de mettre en dessin l'émotionnel, et mon émotionnel, et puis après celui des gens. Ah, c'est une jolie histoire, somme toute, même si elle débute sur quelque chose qui n'est pas forcément rigolo. Oui, mais bon, ça arrive à tout le monde, quoi. Enfin, Oui. une séparation, ou enfin, des choix de vie. J'imagine que si on se pose pas trop de questions dans sa vie, c'est que on est un peu passé à côté, quoi. Enfin, ou alors on a beaucoup de chance, mais Ouais. je crois que c'est naturel il y a des phases de vie où tout roule et tout va bien et tant mieux. Et il y a des phases de vie, bah, tout se casse un peu la gueule et puis tu te dis, bah ok, pourquoi? Voilà. C'est très juste, c'est très juste. Alors avant tes 30 ans, parce que j'ai envie de remonter une fois encore le temps, tant pis, Ok. dans une machine là qui permet de remonter les années, j'ai découvert qu'avant que tu deviennes acteur, tu avais été aussi mannequin. Mhm. Comment est-ce que tu en es arrivé à pouvoir être finalement l'égérie de marques à l'image de Nivea, de La Redoute, d'Azzaro? Comment tu as été repérée? Comment tu es arrivée dans ce milieu publicitaire? Faut de la chance. Oh, de la chance! Non, je sais pas. Enfin, le monde, il est plus là, il est plus le même aujourd'hui. Donc, j'aurais pas de conseils à donner quand je vais dans ma réponse par rapport au monde d'aujourd'hui, parce il est improbable aujourd'hui avec les téléphones portables. On n'avait pas tout ça à l'époque. C'était Oui. vraiment quelque chose de très. Il y avait 6 chaînes de télé et c'est tout. Et, moi, j'étais à la fac, je faisais de la biologie. Je me voyais pas être scientifique. Mon meilleur ami est un grand chercheur français. Mais moi, je me voyais. J'adorais la biologie, comprendre le vivant, tout ça, les cellules. Je trouve ça génial. Mais je ne me voyais pas faire ça. Et pour autant, j'aimais les voyages, j'aimais les jolies filles. Je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour voilà, m'en approcher. Et je me suis mis dans une agence de mannequins. Et j'ai eu la chance tout de suite de faire le premier mois, le plus gros salaire de l'agence, avec une grosse pub. D'accord. 3 4 mois après, je faisais Hélène et les garçons. Tu vois? Donc à 24 ans, à peu près, quelque chose comme Même ceci. pas, ouais, même pas, 23. Même pas à 23. Ouais. Donc je me suis retrouvé là, j'ai fait le casting. Il faut être à Paris, enfin, à l'époque c'était encore plus essentiel. J'ai fait le casting et puis j'ai été pris, puis voilà, puis c'est parti. Mais je suis arrivé sur le casting en me disant, de toute façon il ne va pas me prendre, je suis pas un comédien, je sais pas faire. Enfin tu vois, Oui, oui, oui. voilà. Et pour autant, ça a matché. Et pour autant c'était une évidence. J'ai arrivé sur le casting, je dis bon, c'est pour moi. Mais, Incroyable. Arrête, tu me parles du casting, du coup, du mannequin. oui, de l'année garçon. Mais Et de l'année garçon. c'est juste pour te dire que j'étais à Paris, j'avais le potentiel de faire ce métier, voilà, j'avais plutôt une bonne tête, et je me dis, bon, bah, pourquoi pas, voilà. Mais moi, c'était l'idée de voyager et de voir des jolies filles, c'était ça. C'est ça, les À cet prémices. âge-là, c'était ça. On est un peu con, hein. Enfin, Non, mais merci un peu pour ta con. sincérité. Non, J'adore. mais- Parce que du coup, c'est vrai que tu me fais un pont d'or vers cette phase de ta vie avec Hélène et les garçons. Donc tu as joué le rôle d'Étienne. Ouais. Et en l'occurrence, pour les personnes qui nous écoutent, moi je replace en contexte, Hélène et les garçons, c'était quand même une sitcom culte des années 90, où il y avait au bas mot entre 4 et 6 millions de téléspectateurs chaque soir devant leur écran pour voir Ouais, le jeu d'acteur qui était le vôtre. C'était plus de la moitié des parts de marché, ouais, c'était énorme. Encore une fois, il y avait 6 chaînes, Oui. donc c'est différent. Il y avait vraiment ce côté, t'avais pas le choix comme il y a aujourd'hui, donc c'est beaucoup moins diversifié. Et c'était plus simple, moi je préférais, honnêtement. Oui. Enfin, bon, ça c'est autre chose, mais je trouve que ça va trop vite aujourd'hui. Tous ces téléphones, on a toujours des écrans partout. C'est vrai. Ça vient abîmer le relationnel entre les gens. C'est vrai, tu sais, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le technostress, et tu sais, dans le cadre des formations, notamment qui sont les miennes, quand j'interviens sur la gestion du temps, il est une information que je communique et que je trouve assez affolante. Au bas mot, on prend notre téléphone, on le sort de la poche, indépendamment
du moment où il sonne, où il vibre, Clairement. on le sort plus de 253 fois en moyenne, juste pour s'assurer de savoir si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Moi, je trouve que c'est assez fou, et c'est la raison pour laquelle je me suis permise de t'inviter dans notre joli Pampa du Gers, dans un endroit un Que peu j'adore. plus cocooning, que tu adores. Que j'adore. Je suis un paysan. J'ai mon tracteur. T'as ton tracteur, et tu me disais en off que tu faisais le pourtour de tes terres. Exactement. J'adore. Je tombe beaucoup, oui. Et tu Ça tombes fait rire beaucoup. tous mes amis. Bon, c'est comme ça. Mais j'adore. Mais je kiffe. Hein. Paris est devenu tellement rapide. Enfin, ça va de plus en plus vite. Les téléphones, tout a tout fait pour que la vie elle, s'accélère un petit peu. Et ici, retrouver un rythme un peu plus tranquille. Tu vois, je suis arrivé, là, j'étais en voiture, j'ai pas pu redescendre depuis Pâques. Et sur la route, j'ai appelé un super bar de librairie à La Romieux qui est ouvert là. Et donc, ils font des pizzas tous les jeudis soirs. Il y a le camion qui vient, le mec qui fait ses pizzas au feu de bois. Et tout le village joue le jeu et vient, etc. Et je l'ai appelé de la route, j'ai fait surtout, pareil qu'il y a du monde, je te réserve une table, tu me réserves une table pour 4, s'il te plaît, tatati, tatata, j'arrive tout à l'heure, je suis trop content de vous voir, papa, bon. Puis le soir, il arrive, il me fait non, mais je t'ai réservé la table, hein, mais on n'est pas à Paris, quoi. Tout va bien. J'étais là. Mais oui, mais tu sais, j'étais dans le rythme parisien et c'est vrai que chaque fois, c'est deux parties de ma vie très différentes. Ouais. Mais c'est vrai. Tu sais, pour nous, quand on monte sur Paris, donc on le fait pas forcément très régulièrement, mais quand on monte ou quand on sort des métros, On peut vous paraître dingue. mais c'est fou parce qu'en fait, et puis le pire dans tout ça, c'est que même si on est en mode touriste et qu'on peut s'autoriser le luxe de flâner, mais non, on suit le mouvement et on accélère et on regarde la montre, on ne sait pas trop pourquoi, et on suit le mouvement de la foule, et c'est déconcertant parce que tu as raison, on a vraiment ce cadre privilégié chez nous. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toutes les commodités qui sont sur Paris, mais le timing C'est quoi la est plus communauté? calme. Il y a tout ici. C'est vrai, c'est Il y a vrai, tout ici. c'est Franchement. vrai. C'est bien, si Franchement. tu défends le territoire, Ah non, mais. tu peux rester. Alors attention. Mais non, enfin, je le défends pas trop parce que je veux pas que les gens viennent. D'accord, bon, il est moche, il est sale, il ne veut pas. Non, mais ouais, c'est. En fait, ce qui est dingue, moi, je suis encore une fois, on est à quoi, une heure à peu près Oui. l'un l'autre. Encore hier soir, j'étais donc pour la fameuse pizza du jeudi soir. J'étais à La Romieux et très honnêtement, il y a des gens qui viennent du monde entier. Hier soir, je discutais avec un astronome, un ingénieur en astronomie. C'est un des plus grands pontes en astronomie mondiale. C'est un Gallois. D'accord. Il était à ma table, il vit là parce que c'est le ciel le plus clair qu'on puisse trouver en France. Il voulait venir en France et il a son observatoire et le mec il te montre les étoiles. Et il n'y a que des gens qui ont voyagé, il y a un pilote d'avion, il a fait le tour du monde 18 fois, il dit mais c'est là qu'il faut être. Et il n'y a que des gens qui viennent, Oui. ils disent la qualité de vie est improbable. J'ai dit que j'en parlerai pas bien, mais tu vois, j'ai du mal Voilà, à pas là, faire. ça y est, maintenant, on va être envahi. Envahi. Mais bon, C'est bon. pas si bien que ça. C'est pas si bien que ça, mais Puis tu il l'as a fait fait très trop chaud, beaucoup trop chaud. Ouais. Non, tant pis, on sentait que c'était sincère, ce que tu as C'est dit. ça. Du coup, si tu me le permets, on revient sur cette période un peu folle de ta vie, dans cette émission qui a eu... Laquelle? Alors du coup, cette période liée à Hélène et les garçons, où c'était quelque chose, je pense, d'assez fou en termes de rythmique, sans doute. Comment tu as vécu cette ascension un petit peu fulgurante? Comment tu as vécu l'exposition? Est-ce que tu étais préparé à tout ça? On n'est pas préparé. Encore une fois, l'époque est différente. Il n'y a que 6 chaînes. Il faut vraiment se remettre dans ce contexte. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, tout le monde passe à la télé, tout le monde se fait un selfie, tout le monde se fait une vidéo. Enfin, c'est très facile, quoi. Oui. Tout le monde a un rapport à l'image qui est beaucoup plus évident et beaucoup plus naturel. À l'époque, tu passais à la télé, tu passais à la télé. Oui. Tu étais presque quelqu'un en passant à la télé. Donc ça change le regard des gens autour de toi. La notoriété, j'ai détesté. T'as J'ai détesté. détesté ça. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, j'avais perdu ma mère, j'avais 21 ans. Oh, Donc désolé. 2 ans avant. Donc j'avais un peu les points sur les i dans la vie. Ça m'avait un peu mis une grosse claque dans ma gueule. La première grosse claque que j'ai pu prendre. Et derrière, je fais cette série-là. Et tous autour de moi, ils étaient un peu déstabilisés par la notoriété parce que c'était quand même un phénomène de société, Oui, ce truc-là. oui. Moi, c'est vrai que je regardais ça un peu. C'était pas moi. Les gens autour de moi changeaient, même ma propre famille. Ça changeait l'attitude des gens autour de moi. Et tu peux plus sortir de chez toi, enfin, tu peux plus prendre le métro. Tu es dans une cabine téléphonique en train de parler au téléphone, parce qu'à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques, Oui, n'est-ce tout pas? à fait, on l'a connu. On l'a connu. Voilà, et tu es au téléphone, et il y a quelqu'un qui ouvre la porte qui fait c'est pas vous qui étiez là? Tu fais je suis au téléphone, vous pouvez attendre 2 secondes? Voilà, donc il y avait cette agressivité parfois.
Oui. Et cette hystérie, plus que l'agressivité, cette hystérie qu'il y avait autour de ce programme. Donc ça a été pas très agréable à vivre, qui était la raison pour laquelle je suis parti. Oui, parce que tu as fait, je crois avoir trouvé ceci comme information, 67 épisodes, Ouais, me 68, semble-t-il, 68, ouais, d'accord. ouais. Et après, tu as pris cette décision Ah oui. que je trouve très audacieuse, hein, parce que finalement, on pourrait être dans cette espèce de phase de célébrité, de notoriété, de visibilité, et rester là-dedans. Et toi, tu as eu ce cran-là de dire j'arrête. Il y a deux raisons, enfin il y en a plus que ça même, mais il y a deux raisons principales. La première, c'est que je sortais avec ma compagne Cathy, qui était dans la série. Tout à fait. On était ensemble et que on était H24 ensemble et que on s'est dit si on continue comme ça, on va exploser en vol. Oui. Ça c'était sûr. Parce que tu peux pas vivre comme ça H24. Oui. Dormir ensemble, travailler ensemble, enfin tout faire toute la journée, tout le temps. Et puis avec cette pression qu'il y avait aussi de ce que c'est devenu à ce moment-là. Donc on a voulu préserver le couple, on s'est dit on s'en va. Et puis surtout volonté de voyager. Encore une fois, Oui, ça c'est oui, quelque chose pour oui, moi oui. qui est fondamental. C'est-à-dire que s'il y a un conseil que je peux donner dans la vie, voyagez, faites que ça. Ouvrez-vous les yeux, enfin l'esprit, rencontrez les autres, ça vous permet D'avoir une plus grande maturité, ouais, un puis de recul comprendre le monde un peu critique, mieux, tout de à voir fait. comment on nous fait croire des choses. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai, c'est Voilà. très très vrai. Souvent on se plaint, mais on ne se rend pas compte de la chance que l'on a, notamment dans notre pays, lorsque l'on va voyager à l'extérieur. Et ça permet de tout remettre en perspective. Et je suis Ouais. tout à fait d'accord avec toi. Merci. Alors, ben, je t'en prie. Du coup, avec le recul aujourd'hui, le fait d'avoir quitté cette émission, d'en avoir eu la décision, est-ce que tu le regrettes ou au contraire, tu referais la même chose? Ah non, mais je repartirai de la même façon. Tu repartirais de la même façon? Je voulais pas m'enfermer là-dedans. Si je suis revenu 29 ans plus tard, c'est pour d'autres raisons. Mais à ce moment-là, j'ai 24 ans, j'ai la vie devant moi, je veux voir le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. J'ai eu plusieurs vies. Enfin, je suis parti. J'ai pas fait l'Australie ni le Japon, mais l'Amérique du Sud, les États-Unis, enfin toute l'Europe, partout, l'Asie. Enfin voilà, la Corée, ça j'ai fait. Mais j'ai cette volonté de voir le monde. J'attache de l'importance aux gens que j'aime, quoi. Donc je voulais vraiment préserver ma relation à l'époque. Et j'en ai bien fait parce que j'ai eu 2 enfants. Donc t'as un bon calcul, quoi. Tout à fait. Voilà. Parce que sinon on aurait explosé en vol, quoi. C'est sûr. Trop de pression. trop de pression. Ouais. Et il y a quelque chose, moi, qui me fascine dans ton profil, et c'est ce que je recherche chez les gens que je rencontre, c'est cette capacité à pouvoir rebondir, à aller de l'avant, à honorer les projets qui sont les leurs. Et toi, en l'occurrence, tu as voyagé un peu partout à travers le monde, mais pas que, parce que professionnellement, tu t'es aussi renouvelé. Tour à tour, tu as opté pour la photographie, pour l'illustration, pour les jeux vidéo, pour une édition. Ouais. Qu'est-ce que toutes ces casquettes, elles t'ont apporté au fil du temps? Quand tu es comédien, quand tu fais du mannequinat, c'est un métier qu'il faut vraiment faire d'une manière très très sérieuse. Encore une fois, on est dans une autre époque. Aujourd'hui, je sais que pour avoir rediscuté avec mes agences, parce que j'ai des enfants qui sont plutôt pas mal, mon fils est canonissime, mes deux filles aussi. Les jeunes, là. Non, franchement, j'ai de la chance, voilà, tout va bien. Mon fils, à un moment donné, s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas ça? Il est très grand, il fait 1m96, quoi. Donc, Ah oui. et donc, il est presque trop grand. Et puis ça n'a pas appris vraiment, pour d'autres raisons, mais puis c'est très bien parce qu'il a des projets dingues, donc ça c'est très bien. Mais l'agent lui disait, mais tu sais, aujourd'hui on fait plus des carrières comme la tienne. Moi j'ai eu une carrière qui a duré 30 ans. Oui. Ça n'existe plus ça. Enfin, à part une star de cinéma, quelqu'un qui est très très connu, mais dans mon métier, aujourd'hui c'est 2-3 ans. Et après il y a tellement de jeunes qui sont là, c'est puis t'es jeté. Ce sentiment, tu le ressens, hein? Non, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a clairement dit. Enfin, okay. Donc j'ai expliqué ça à mon fils. J'ai dit, écoute, développe un métier à côté. Fais pas que ça. Moi, j'ai vécu avec ça pendant une vingtaine d'années, 25 ans. Et avec des hauts, des bas, mais plutôt des hauts. Mais c'était une autre époque, encore une fois. C'était un autre moment. Qu'est-ce que ces différentes casquettes, elles t'apportent juste? Un équilibre. Un équilibre. Un équilibre. Quand tu commences ta vie, tu penses qu'à toi, t'as pas d'enfant, c'est toi. La personne la plus importante. Puis quand t'as des enfants, tu te rends compte que tu n'es plus d'un coup la personne la plus importante de ta vie. Donc ça te permet de prendre conscience déjà de l'autre. Et après, quand tu as beaucoup de temps, tu fais ce métier de mannequin, c'est un métier qu'il faut faire à fond. À l'époque, j'étais assez sérieux là-dedans. C'est-à-dire que je faisais pas n'importe quoi. C'est ce qui a fait que ça a marché sur le long terme aussi. Mais il te reste quand même pas mal de temps, c'est moins dur que de travailler à l'usine, ça c'est sûr, comme on dit. Donc ce temps-là, à un moment donné, tu observes le monde, j'ai la chance d'avoir voyagé, tu commences à comprendre qu'en voyageant, encore une fois, c'est très important, comment le monde fonctionne et comment c'est un peu partout les mêmes problèmes finalement, que ce soit de couple, dans la sociétale, enfin sur tous les aspects.
et ben, tu te dis, de ce temps, qu'est-ce que j'en fais? Oui. Et puis tu commences à créer. J'aime bien l'idée de créer des univers. C'est pour ça que j'ai fait des jeux vidéo, je dessine, je peins, je fais une expo. Enfin voilà, c'est des choses qui m'animent. Il y a eu ce besoin de un moment donné de redonner l'expérience que j'ai pu tirer de voyager partout, Oui. bah, de me dire qu'est-ce que je peux Offrir en retour quelque chose que les gens se posent des questions ou leur donner un prix qui est un peu différent. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup fait d'introspection à un moment donné. Quand ma vie s'est cassée la gueule, justement, après 30 ans, eh ben, j'ai dit, bah, ok, je plonge, j'y vais, ben, je vais y aller pour de bon. Je vais pas faire semblant, je suis allé à la mine, tu vois, et je suis allé chercher le pourquoi il se passe ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça... Quitte à se casser la gueule, autant se casser la gueule vraiment, et dire, ok, où est-ce que je vais? et après comment je remonte. Et comment je remonte, et comment je m'en sors, et voilà, c'était la plus belle, la plus dure, mais la plus belle expérience que j'ai eue. C'est très beau ce que tu dis. Et tu sais, dans ce qui est très beau aussi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que donc, tu dessines depuis un peu plus de 25 ans, visiblement, et ceci avec une forte dimension éducative, et on sent à travers ce que tu fais que tu as envie de transmettre. Et il y a notamment eu un magnifique projet de collaboration avec une association d'aide aux enfants défavorisés. Tu as créé un carnet de coloriage qui s'intitulait Mon monde intérieur. Comment tu en es venu à réaliser ce projet-là et qu'est-ce que tu te rappelles de cette expérience humaine? Ça vient en plusieurs étapes. Quand j'ai commencé à dessiner pour moi. Et puis, dès que je dessinais mon ressenti, mes émotions sur ce chemin intérieur que j'ai fait, c'était les montagnes russes, quoi. Oui. Ça pouvait aller très très bien comme ça pouvait aller très très mal. Mais vraiment, quand je dis très mal, ça peut aller très mal. Ouais. Encore une fois, c'est des choses que je ne souhaite à personne, mais je pense qu'elles font partie de nos vies et je crois que pour s'élever à un moment donné, il faut aller contacter son obscurité et contacter ses peurs et faire face à qui on est vraiment, avec notre héritage cellulaire, enfin tout ça. Donc, j'ai fait la mémoire cellulaire, ce qui m'a permis j'ai étudié ça, donc je suis allé dans le charbon. Ouais, dans le dur. Dans le dur. Du coup, j'ai commencé à faire ces dessins et puis à un moment donné, parler de moi, c'est très... Moi et moi, donc à un moment donné, ça a ses limites quand même. Hein. Et je me suis dit, tiens, je vais parler des autres, un petit peu. Donc là, j'ai des rencontres de personnes que j'ai faites. Quelqu'un m'inspirait, ça pouvait être... C'était souvent des femmes qui m'inspiraient. On revient non, mais, à ce pourquoi. Mais parce que j'ai plein de copines. Voilà, j'adore discuter avec les femmes. Je trouve ça... C'est beaucoup plus intéressant, pardon, hein, qu'un homme. Même si les hommes sont parfaits, hein. Mais aussi... Mais je trouve que c'est toujours plus intéressant dans les échanges que j'ai pu avoir avec elle. J'ai un principe que je fais encore, parce que c'est quelque chose que je fais encore de temps en temps quand j'ai quelqu'un qui m'inspire. J'ai un grand tableau comme ça et je demande à la personne de se concentrer, de poser les mains où elle veut sur la toile, comme sur le Wall of Fame, tu sais, à Hollywood. Je fais le contour des mains et après j'écoute la personne un peu comme tu fais, et à l'inverse. D'accord. Donc je suis plus facilement, je suis mieux à cette place-là qu'à cette place-là. Je comprends. Et du coup, je parle avec la personne et après, je dessine son histoire. Oh, c'est magnifique. Voilà. Donc il y a des tableaux, je pourrais te montrer après, qui traitent de ça, qui parlent pas de moi, qui parlent de ce que je perçois de la personne. Oh, c'est magnifique. C'est via ce que je suis, via mon prisme, mais j'essaye de rester le plus neutre possible. Les tableaux, je mettais entre 3 et 1 an à les faire. D'accord. Donc c'était un temps qui était très long, trop long, pour me dire... Si un jour je voulais gagner ma vie avec ça, c'est non, les petits-enfants sont peut-être riches parce que je deviendrai éventuellement célèbre le jour de ma mort, mais ils ne gagneront pas d'argent avec ça, ni moi non plus. Et puis c'est comme tout, c'est un travail qui demande des années, et tu te dis, tiens, c'est un travail artistique, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour aller, pas plus vite, mais pour aller à l'essentiel. C'est-à-dire que dans une discussion, quand tu vas chez un thérapeute, tu parles de plein de choses, et puis c'est beaucoup de blabla. Oui. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui tombe et c'est ça qui est important. Tout à fait. Il y a eu 10 minutes de blabla et à un moment donné, la personne se révèle à un truc et te dit quelque chose d'important. Et là, tu te dis, ça c'est important. Bah, de la même façon, dans mon dessin, je remplissais plein de trucs, et j'essaye, et aujourd'hui, ce vers quoi je vais, d'être plus simple. C'est-à-dire que avant, mes dessins, c'était comme quand en plus il y a un temps long, c'est-à-dire qu'entre 3 mois et 1 an. En général, c'est 6 mois de moyenne. Oui. Donc, le temps se passait, donc il se passait plein de choses dans ma vie, dans la société, donc je rebondissais, je mettais plein de choses dans mes dessins, tout s'imbriquait, tout ça. Aujourd'hui, je suis à un temps beaucoup plus rapide, on va dire, pour un dessin, ça me met 3-4 jours, oui. Mais je peux le faire dans la journée si l'inspiration est vraiment là, ou même l'après-midi. Et donc, ça m'oblige à être hyper précis, ça m'oblige à être vraiment plus droit, direct, et en ce sens, c'est plus fort
au niveau du message, quoi. Je comprends. Ça donne quelque chose qui pour moi, est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Et du coup, tu as fait du dessin, tu as fait aussi de la photographie. Ouais. Et alors, il y a une chose que je trouve, je suis un peu jalouse. Là, j'avoue, je te l'ai dit comme ceci, tu as vu le Groenland, tu as vu l'Islande, c'est mon rêve de tout temps. Je rêve de partir en Laponie, de voir tous ces pays avec ces terres reculées. Quand tu fais une photo de ces paysages-là, qu'est-ce que tu vois du monde? En une phrase, concrètement, qu'est-ce que tu cherches à retirer des clichés que tu réalises? Je cherche rien. En fait, c'est... Encore une fois, le monde est extraordinaire. Enfin, il est imparfait et dans cette imperfection, il y a tout. J'ai eu pour habitude de beaucoup voyager et je partais en général 2-3 jours. Je partais en Afrique du Sud pour une pub. J'arrive en avion, j'étais 3-4 jours là-bas. On tournait 2 jours et j'avais toujours une journée un peu off si jamais il y avait un problème. Et donc cette journée-là, je jouais une bagnole et je traçais 4 heures dans un sens et je revenais juste pour voir le pays, juste pour découvrir un peu plus, quoi. J'ai toujours eu un petit appareil photo avec moi et je m'amusais à choper des images. Comme un truc, qu'est-ce que je dois retenir de ça? Et ça, j'ai développé cet aspect-là de un peu reportage, quoi. Oui. Et ça, j'ai toujours quelque chose que j'adorais faire. Et je pense que je suis plutôt pas mal dans ce que je fais. Enfin, au niveau des photos. Et j'ai gardé ça. Surtout avec l'iPhone aujourd'hui. Oui, tu peux à l'instantanéité. Il est dans la poche. Enfin, c'est très rapide. Et ça, j'adore ce truc-là. Voilà. Et qu'est-ce que j'en tire? C'est pour moi que je le fais. Je déteste les réseaux sociaux. Mais si je les mets sur Instagram, c'est pour moi. C'est pour me regarder de temps en temps et dire oh, ouais, j'ai fait tout ça, quoi. Mais c'est plus pour moi et puis pour partager avec mes amis. C'est un double tranchant. C'est-à-dire que j'ai la chance de voyager. C'est une chance, ça je le sais. Mais de montrer cette belle partie du monde, ça donne aux gens envie de voyager. Or, on sait que si on voyage, on pollue. Oui. Donc, tu sais, il faut savoir te dire, des choses, presque, il faut pas les montrer, quoi. Oui, oui. Un peu cet équilibre dont donc, tu parles. puis à un moment, tu te dis, c'est quoi, le monde est grand, vaste, le monde est grand, et puis, je vais pas m'arrêter de vivre non plus, quoi. Donc, oui. Voilà. Donc, je voyage beaucoup moins qu'avant. Mais quand je voyage, je fais les choses bien. Tu fais les choses bien. Ouais, je continue, quoi. Enfin, on est d'accord. Enfin, je me dis, j'ai la maison, je voyage plus, c'est fini. Mon quota carbone, il est éclaté pour 8 générations, ou voire 80. Donc, stop. Puis là, mon fils a fait un tour du monde. Je l'ai retrouvé l'année dernière en Amérique du Sud. D'accord. Et j'ai pris une claque. Ouais, tu veux aller en Islande et au Groenland, mais va en Bolivie. C'est vrai. Mais va en Bolivie. Pour les paysages, pour la culture. C'est un des top 3 de ma vie, quoi. C'est un truc de malade mental. Et je me suis dit, bon, faut que j'en voyage, ça y est, c'est parti. Bon, je vais pas rester concentrée, je vais partir. C'est exceptionnel. Non, mais je te montrerai des photos. Avec plaisir, ouais. Avec plaisir. Franchement, c'est dingue. Donc ça, on se garde ce sujet en off, hein, désolé. Il y a une question, moi, que j'aimerais te poser encore pour avancer plus encore dans ton parcours. En 2021, après avoir été sollicité à de multiples reprises, je crois l'avoir compris, par Jean-Luc Azoulay, qui était le créateur donc d'Hélène et les garçons, qui t'a sollicité a priori maintes fois pour que tu puisses intégrer, et bien du coup la suite logique avec le mystère de l'amour, où on retrouve finalement toute l'équipe d'Hélène et les garçons, mais 30 ans plus tard, avec toujours cette belle amitié qui se poursuit. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu finalement à tes premiers amours? Quel a été le déclic qui t'a dit ok, je retourne à la notoriété, à la visibilité, au petit écran? D'abord, je tiens à féliciter Jean-Luc Azoulay parce qu'il, pendant 29 ans, à part une interruption de 7 ans qu'il y a eu, mais quasiment tous les ans, il m'a dit « Tu reviens ?» C'est vrai. Ouais. Et j'ai dit « Non, Jean-Luc, c'est gentil, mais j'ai pas envie. J'ai ma vie, tout va bien. Enfin, moi, j'avais une vie de rêve, hein, enfin, tu vois, oui, donc, j'ai eu de la chance. Donc, mais je me le suis donné. C'est-à-dire que bien sûr. Comme tu disais, je suis parti quand même d'un truc qui s'est pas arrêté pendant quasiment jamais. Où j'aurais pu avoir le confort, la sécurité, tout ça. Donc, j'ai cherché ça. Mais j'ai dit non merci si j'ai pas envie. Et puis j'ai voulu, après le Covid, trouver une maison. C'est pour ça que je suis venu dans le Gers. Parce que ça fait des années que je cherchais. J'ai acheté aux Açores. Oui. Les Açores, c'est un autre endroit, il faut aller. Je mets comme tes yeux, ils pétillent dès que tu me dis. Non, mais je vais y acheter. Je suis retourné là-bas. J'ai fait 3 semaines, même 4 semaines. Un été, c'est exceptionnel. Je suis retourné en septembre en me disant j'achète là-bas. C'est là-bas que je vais être. Ouais.
Tu plantes une graine, ça pousse. Enfin, t'es au milieu de l'océan, mais bon, c'est sublimissime. Et bref, j'ai acheté une maison finalement dans le Gers. J'ai fait tout le sud de la France. J'ai fini par acheter cette maison-là. Et ben, quand t'as une maison, t'as des frais. Ouais. C'est aussi bête que ça. Ouais. Et je me suis dit, bon, là quand même, c'est une grande maison. Et donc je suis retourné voir Jean-Luc pour un autre projet de série. Un ami qui avait écrit un projet. J'ai dit, tiens, j'ai ça. Est-ce que ça te dérange de le lire? Est-ce que tu veux? Tout ça. Il m'a fait, tu reviens? Oh, mais non. Mais oui. Bah, Jean-Luc, hein, tu sais, c'est... La persévérance, Ah bah, ça paye comme quoi. voilà. Et j'ai dit, non, mais tu sais, je vais pas retourner là-dedans, c'est gentil. Ouais. J'ai passé à autre chose, enfin, tu vois, vraiment. Mais reviens, 3 épisodes, 2-3 épisodes. J'ai fait, mais non, si je reviens, c'est pas 3 épisodes. Il fait, reviens, là, tout court. Oh, je dis, écoute, bon, c'était pour clore le truc. Je vais aller voir comment ça se passe. Parce que c'est des gens que j'avais pas revus pendant 29 ans. Et oui, parce que là, quand on se le dise, hein, c'est Patrick Poudébat, Hélène Rollès, que tu as retrouvé, entre autres, ton ex-compagne, si tu me permets, Cathy. Comment tu as vécu ces retrouvailles finalement? Comment, 30 ans plus tard, on se retrouve, on se redécouvre? Bah, écoute, je suis arrivé sur le tournage en me disant est-ce qu'ils vont être contents de me voir ou pas? Parce que honnêtement, je savais pas. Parce que mon ex, Cathy, j'ai 2 enfants avec, on se voit peu, mais on se parle régulièrement pour les enfants. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai pas perdu de vue. Oui. Tu peux pas. Mais les autres, je les avais jamais revus, quoi. Je me suis dit, bon, ils n'auraient pas forcément envie de me voir. Pas qu'on soit ennemis ou quoi que ce soit, juste, il y a 30 ans qui sont passés, t'as pas forcément envie de voir les gens. C'est la fin, tu vois, ou ça te fait ni chaud ni froid. Et puis, j'étais super bien accueilli. J'étais tout content, tu vois, ils sont tous là, reviens, tu reviens, c'est très bien. J'étais là, c'est pas fait. Waouh. Attendez, je viens voir comment ça se passe déjà. Puis je suis passé une journée à aller voir tourner, à voir comment ça se passait. L'ambiance, l'atmosphère. Ouais, C'est-à-dire que relation. tu me mets un projet où les gens se prennent la tête, je fais, c'est quoi. Et moi, j'ai mon jardin à gérer. Tout va bien. Donc je rentre chez moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je me prends plus la tête. C'est-à-dire que j'ai cette chance de pouvoir dire non et faire ce que j'ai envie. Donc, ça, c'est formidable. Du coup, tu en as combien d'épisodes là à peu près? Ça fait combien de temps que tu as repris? Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans, je me rends pas trop compte du nombre de... Non, écoute, ça a été au début, j'étais dans les 2 tiers des épisodes. C'est différent parce que les épisodes sont sans rien à voir avec les garçons. À l'époque, c'était 26 minutes par jour. Oui. On était en studio uniquement, c'était 6 décors. Oui. Et puis voilà. Là, il y a des extérieurs, on est dans des restaurants, on est sur la route, on est maison de campagne, ça prend plus de studio temps aussi, dans différents endroits. Donc ça demande beaucoup plus de temps. Même si l'équipe de technique est dingue, et ils sont super. Enfin, franchement, ils assurent, les gars, parce que. En fait, chacun sur cette série fait plusieurs métiers. Voilà. D'accord. Donc on arrive à produire des trucs qui demanderaient beaucoup plus de moyens. Ok. Voilà. Donc chacun a une petite tâche, tout le monde s'entraide, mais les gens sont super. En fait, c'est une expérience humaine. J'y suis retourné pour cette raison-là, le but un peu mercantile dans le sens où il fallait un peu de sous, parce que c'est pas hyper bien payé, mais ça donne quand même un peu de sous qui permet de... du beurre dans de les pouvoir payer épinards, mon gaz pour la maison, tu vois, ce genre de choses. Et finalement, c'est l'humain qui a pris le dessus, aujourd'hui. Ouais, sympathie, on se marre bien. Je vais au boulot, je me marre, quoi. Ah, c'est chouette. Je sais que j'ai passé une bonne journée. C'est chouette. Moi, ça me plaît énormément ton histoire, tu sais. Et puis vraiment, je te le disais, c'est pourquoi tu es là, c'est parce que tu as eu le cran, le courage d'écouter tes envies, d'écouter tes besoins, de voyager à travers le monde, de toucher un petit peu à tout. Et du coup, c'est ma définition à moi de l'audace. Mais la tienne, concrètement, en 1 ou 2 phrases, ce serait quoi l'audace pour toi? L'audace, c'est d'aller vers ce que vous ne connaissez pas. Voilà, tout simplement. C'est aussi bien quand mon ami me propose, il y a ça, X temps, je sais plus, tiens, on peut aller à l'Opéra de Paris. Dire, c'est pas de l'audace là-dessus, mais c'est de dire, je connais pas, oui, j'y vais. Oui. Parce que je ne connais pas. Ça me plaira pas. Mais à la base, je suis pas le public qui va à l'opéra, mais j'ai adoré. C'était magnifique. Tu vois, tiens, il y a ça, tu ne connais pas. Tu veux le faire? Bah oui, parce que je connais pas. Même si je pense que d'être audacieux, c'est de faire des choses dont on a peur et en conscience et d'y aller quand même. On craint rien, quoi. Il n'y a rien à perdre. Enfin, voilà. Il n'y a rien à perdre. Ça, c'est une belle phrase. Faut sauter en parachute. Faut sauter.
Parachute, je pourrais. Je ferais Sur pas l'élastique, je suis pas sûre. Je serais pas sur l'élastique, tu vois, Ah par oui, exemple. non, ça Mais fait- j'ai sauté en parachute avec mes enfants. Tu vois. C'est vrai. Ouais. Ah, formidable, ça fait de Pour beaux leurs 18 souvenirs. ans. Ouais. Ça fait de super beaux Il m'en souvenirs. reste encore un l'année prochaine avec ma fille. C'est J'ai vrai. pas envie. T'as pas envie. Non, j'ai plus envie. Mais je le ferai. Je le ferai. Tu le Ouais. feras. Oui, bah oui, c'est chouette. c'est Par chouette. équipé, du coup. Oui, exactement, bien sûr. Non, mais je le ferai avec plaisir. C'est de se dire, jamais je saute d'un élément qui marche, il n'y a pas de raison. Puis c'est un truc à vivre une fois dans sa vie. Moi, j'adore parce que là, tu es en train de parler de tes enfants. Tu me fais un pont d'or vers la question que j'avais envie de te poser. Tu as 3 enfants. Ouais. Du coup, 3 enfants, 3 beaux enfants, tu le disais, magnifique. Et en l'occurrence, quelle valeur est-ce que tu as envie de leur transmettre? Le respect, Oui. ça, c'est essentiel. Le respect de soi et des autres, et jamais s'oublier quand même. Enfin, c'est pas être égoïste, c'est profiter de la vie dans le présent. Vraiment être ici et maintenant et ne jamais essayer de ne pas remettre à demain les choses. C'est-à-dire que moi, la vie m'a appris très vite que ça s'arrêtait comme ça. Quand tu vis ce genre de choses, tu te rends compte que. Parce que l'important, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est cette interview, c'est qu'on soit tous ensemble. Voilà, on discute, on a un moment, on partage. Ce qui se passe demain, je m'en fous. Même si je sais ce qui va se passer de certaines choses, mais ce qui est important, c'est maintenant. Et c'est pour tout comme ça. Et donc, l'enfant, il a ça en spontané. L'enfant, il est naturellement ici et maintenant, il réfléchit pas après, il est entièrement là. On perd ça avec l'adolescence, avec l'éducation qu'on a reçue. Fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Faut se S'en départir. s'en C'est une débarrasser. belle quoi. preuve de sagesse et de maturité. Et Non. Ouais, parce qu'en fait, si tu es dans le respect de l'autre et que tu vis pour toi, et voilà. Un jour, je tenais de parler d'un truc qu'on m'a dit une fois. J'ai mis un petit moment à comprendre. J'étais en terrasse de café avec mon compagne. Ma dernière fille était petite, elle venait de naître. Et les 2 grands qui étaient plus petits. Donc, on était en terrasse à Boulogne-Billancourt. Il y avait 50 mètres de café sur la grande place près du cinéma. Ouais. C'était bondé, il faisait beau, il y avait plein de monde. Et nous, on était là, on cherchait, on parlait, les enfants, bah, bing, bing, bong. Et à un moment, il y a un monsieur en costume qui passe devant nous, qui s'arrête, qui fait juste, je voulais vous remercier, merci pour ce que vous êtes. Oh. Tu sais, je le regarde comme ça. C'est pas parce que il m'avait pas reconnu quoi que ce soit. Il me dit, non, mais merci, la famille, vos enfants, ça fait du bien de voir des gens comme vous. Tu sais, je le regarde, puis je regarde la perspective avec tous les gens. Tous les gens étaient éteints. Sur un téléphone portable, ils étaient là, ils ne parlaient pas. Et il n'y avait pas de vie. Enfin, les gens étaient Morose. ouais, pas moroses, mais il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de. Enfin, on n'était pas turbulents, mais on était vivants. Et c'est le téléphone, ça renforce ça. Tu vois. C'est vrai. Les gens se parlent plus, ils sont là à table, à 2, en couple. Et c'est la pire des trucs, quoi. T'es en couple avec ça nous arrive. Tu vois, je dis pas que je le fais jamais. Mais tu prends le métro à Paris, les gens sont tous sur un téléphone portable. Enfin, encore une fois, C'est quelque chose là que tu n'aimes pas, on le sent. non, mais je comprends. oui, parce que ça vient isoler les gens, en fait. Oui, savoir Faut le mettre à l'apprivoiser, quoi. distance, ouais. Ouais. Tu sais, tu as fait déjà plein de choses, des choses assez extraordinaires pour le commun des mortels, mais si tu n'avais pas de contraintes, quelles qu'elles soient, quel serait aujourd'hui ton projet le plus fou, ton plus grand rêve, celui que tu n'as peut-être pas encore atteint et qui saurait te faire vibrer une fois encore? Ah, bah, si demain Spielberg m'appelle, je dis oui en tremblant de tous mes membres, mais tu vois, enfin voilà, faire des grands films, Ouais. ça j'adorerais. Tu vois, avoir la chance de jouer des grands rôles, parce que la série, je m'amuse, tu vois, c'est très sympa. Mais ça va pas loin, enfin, tu vois, c'est une autre facette de visuel, mais oui, faire des grands rôles qui a un peu de corps, quoi. Ça, j'aimerais bien. Ah, Voilà. formidable. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Moi, en tant qu'homme, en tant qu'acteur, en tant que mannequin, en tant qu'illustrateur, en tant que santé. photographe, la santé. Le reste, j'ai tout. C'est le mot de la fin. Franchement. Merci. Est-ce que je peux te faire un bisou? Bah oui, et comment? Allez, merci du fond du cœur, Merci à David, toi. pour ce bon moment de partage. C'était un plaisir. Ah, je suis ravie. Elle est top. Voilà. À bientôt. Merci infiniment.